sportif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. C'est un finisseur. Il finit les actions. Exactement. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrassage, l'émission qui va chercher derrière les paillettes, qui décrasse le sport et le monde du sport en général. Alors on est réunis entre nous un peu, c'est la fine équipe, on est à l'approche de Noël, on a décidé de se retrouver tous les quatre pour un sujet aujourd'hui qui est la Coupe du Monde, le boycott ou pas de la Coupe du Monde. Vous allez peut-être nous dire que on a réalisé déjà un épisode avec Charles Compagnon, que vous pouvez réécouter autant de fois que vous voudrez, sur cette Coupe du Monde et sur le boycott. Alors vous avez entièrement raison. Mais l'idée, c'est que là, on est aujourd'hui le 2 décembre, on enregistre cette émission le 2 décembre. La Coupe du Monde a commencé depuis quelques jours, elle va encore se dérouler pendant quelques jours. Et l'idée, c'est de faire un peu un état des lieux entre ceux qui boycottent, ceux qui ne boycottent pas. Et on va vous dire un peu comment on se sent. Et l'idée, c'est que vous aussi, vous puissiez peut-être mettre dans des commentaires ou nous contacter et dire, tiens, moi je boycotte, voilà ce que je sens, je boycotte pas, voilà ce que je sens. Alors, la fine équipe, je vais la présenter maintenant, même si vous les connaissez. Je vais commencer par celui qui boycotte sa place d'animateur aujourd'hui et qui boycotte le boycott de la Coupe du Monde. Il est un peu compliqué, donc il regarde cette Coupe du Monde. C'est Jérémy. Salut Jérémy. Salut. Merci, ça fait plaisir d'être au calme pendant les premières minutes de l'émission, c'est cool. Je vais y prendre goût, fais attention. Et très bonne définition, le boycott du boycott, je trouve ça assez intéressant et tu m'as cerné rapidement, c'est très bien. On a avec nous aussi Protin qui, justement, dans cette émission Ramener la coupe à la raison, avait dit qu'il allait boycotter avec grand plaisir et qu'il avait pris cette décision il y a quelques années. On verra après si c'est effectivement un grand plaisir. Salut Protin. Salut tout le monde. Ouais, je parlerai du plaisir que j'ai à boycotter cette Coupe du Monde. Excellent. Une émission donc joyeuse aujourd'hui. Et Joël qui alors que son fils regarde, j'ai lu ça quelque part, et que lui ne regarde pas, je me demande comment il fait pour pas zioter sur la télé. Salut Joël. Ouais, alors salut Thierry, comme tu es en école de journaliste, tu devrais savoir qu'il faut recouper ces informations et donc tes informations ne sont pas bonnes, elles ne sont pas précises. Donc mon fils n'a pas regardé les 2 premiers matchs en tout cas, et le 3e match il avait entraînement, ils ont décalé l'entraînement et il était même pas au courant que le club et nous-mêmes avaient organisé un truc. Donc au final il a dû choisir entre regarder le match ou avoir droit de jouer à la PlayStation. Et donc son choix a été quand même vite fait, même s'il a zioté un tout petit peu ce fameux match je crois que c'était la Tunisie, mais je suis vraiment déconnecté, c'est un vrai plaisir d'être déconnecté. Et ouais, et en plus, moi j'étais content, je sais pas si c'était fait exprès, c'était conscient ou inconscient, mais j'avais dormi la veille du match avec le maillot de la Tunisie en souvenir de mes voyages là-bas auprès des chrétiens persécutés. Ok, donc en plus t'es dans le camp des autres, donc tu boycottes et en plus t'es carrément, anti-français. Il boycotte la France. Il boycotte la France. Mon fils lui a pris la place. On sait de bien son à qui on fils, doit cette Coupe du Monde, il Dès faut qu'il a quand la même... même Ça commence, ça tire à balles réelles. Alors les amis, donc on a voulu aussi faire ce point d'étape parce que finalement on a eu ce constat assez rapidement en fait, dès le premier match contre l'Australie, dont ni moi ni Joël ni Protin d'ailleurs ne connaissons le score bien entendu, vu qu'on ne regarde pas cette Coupe du Monde. Le constat est le suivant, c'est que le boycott a été boycotté, en tout cas en France. Il y a eu des exemples peut-être en Allemagne, mais qu'on va laisser de côté pour cette émission. Premier match contre l'Australie, 12,5 millions de téléspectateurs en France. C'est à peu près les mêmes chiffres que pour les autres Coupes du Monde, ce qui rend en fait cette question du boycott finalement assez personnelle, vu que les chiffres ne sont pas là. Question pour rentrer dans le vif du sujet, Jérémy, je vais te cuisiner un peu après, mais peut-être pour Joël et pour Protin, vous qui boycottez, et je pense que c'est important de le dire, vous qui êtes fan de foot, qui consommez normalement beaucoup de foot, je pense que c'est important à dire,
qu'est-ce que vous ressentez en ce moment alors qu'il y a une grande compétition qui se joue et que vous ne la regardez pas? Quel est votre ressenti de ces derniers jours et peut-être aujourd'hui? Alors, moi, je peux démarrer sur les chiffres. Sur les chiffres, on peut les remettre en question, les chiffres que tu as donnés, parce que Médiamétrie a changé son mode de calcul. Donc en fait, ils prennent en considération maintenant ceux qui regardent dans les bars. Donc les chiffres ont potentiellement grossi. Et après, si on les met en corrélation avec les autres Coupes du Monde, les horaires sont plutôt avantageux pour la France. Mais par contre, il faut pas oublier que l'Angleterre a boycotté la retransmission du match d'ouverture et de la cérémonie d'ouverture, ce qui leur a valu pas mal de problèmes. Et que sur ce premier match, il y avait très peu de Français qui ont regardé. Donc oui, il y a un amour quand même pour l'équipe de France, mais globalement, les statistiques sont pas si bonnes que ça. En Occident, elles restent correctes. On voit que dans d'autres pays où l'information est moins présente, dans des pays totalitaristes, le boycott n'est pas là. Voilà, mais les chiffres sont à relativiser quand même. Donc moi, si tu veux, par rapport à ce qu'on disait, c'est que c'est dur de ne pas être au courant de ce qui se passe, même quand tu as envie de pas y être. Donc en fait, quelque part, là, je ne sais même pas du tout le tirage des huitièmes de finale. Pour dire vrai, on était une sensation bizarre, c'est qu'avec Protin, on était en train de prier et j'avais moi j'ai mes notifications qui étaient coupées, mais c'est vrai que je recevais quand même des messages pendant qu'on était en train de trier, et je me suis dit ouais, il doit se passer un truc, il doit y avoir Olivier Giroud qui marque des buts parce que mon téléphone s'allume un peu trop souvent. Et pour tout te dire, je suis même allé au bout de mon boycott parce que je n'ai même pas vu les buts d'Olivier, même si je suis content pour Olivier et pour la France qui a apparemment gagné son ticket pour les huitièmes de finale. Mais j'ai dû restreindre certains médias pour ne pas être parasité par toutes ces choses et rester un peu distant même de ça. Voilà. Après, ce qui est pas trop grave, parce que je regarde pas tant de football que ça. J'ai pas beaucoup de temps pour regarder beaucoup de championnats, donc c'est vrai que pour moi c'est pas un grand manque. Je sais pas comment Protin il le vit, mais pour moi c'est pas un grand manque. Non, mais pour ma part, moi je suis, comme vous le savez, hein, je suis un grand consommateur de football. Je regarde même les championnats entre guillemets les plus obscurs. mais donc le championnat du Qatar, tu le regardes? Non, je ne le regarde pas. Il y a un championnat là-bas. Je reste fidèle. Oui. Bien sûr. Non, celui-là, je ne le regarde pas. Bon, quand je parle de championnat obscur, c'est plutôt au niveau médiatique. Qui n'a pas beaucoup de résonance dans notre pays. Mais pour ma part, alors moi qui suis un grand consommateur de football, je pars du principe que lorsqu'on a des convictions et que l'on souhaite les mener jusqu'au bout, ce n'est pas une réelle difficulté d'être en retrait du football. Évidemment, je reçois des notifications comme ça a été le cas pour Joël, mais pour ma part, je n'ai pas trouvé si compliqué de devoir boycotter l'ensemble de la compétition. Évidemment, le fiston me ramène quelques scores, etc. Mais je ne suis pas forcément demandeur. Mais je trouve que c'est plutôt facile à mon niveau parce que comme je suis un homme de conviction et que j'aime aller jusqu'au bout de ce que j'ai dit, forcément, le boycott est beaucoup moins difficile à vivre. Je suis un petit peu, je dirais à la ramasse, pour parler un peu vulgairement, au niveau des matchs, les huitièmes de finale, etc. J'entends des nouvelles qui arrivent, hein, je vais être honnête, mais ça ne me donne pas envie de voir davantage de choses à propos de cette Coupe du Monde. Je n'ai vu aucun but à ce sujet. Et ça ne me manque pas et je me trouve, enfin, le fait d'être aligné avec ce qui a été décidé au départ rend la chose beaucoup plus facile et je ne verrai aucun but jusqu'à la finale et je m'en porte très bien. Ok, donc la force tranquille chez Protin. Vas-y Joël.
Non mais toi, pour toi, Thierry, ça doit pas être facile. T'es en école de journalisme, j'imagine qu'on en parle. Alors il y a les faits de société aussi. Moi, je suis plus les articles sur ce qui se passe autour, et je t'avais vu réagir sur les médias quand, notamment, je crois que c'était un journaliste danois qui s'était fait arracher sa caméra parce qu'il filmait dans la mauvaise zone ou je sais pas trop. Et je sais que ça t'avait un peu révolté. Et pour tout te dire, j'avais découvert à ce moment-là que tu boycottais. Alors est-ce que tu boycottes vraiment et comment tu vis ça au milieu d'une école de journalistes? Après, juste, ça dépend ce qu'on entend par boycotter. Moi, j'étais pas forcément conscient que c'était jusqu'à ne pas être au courant des résultats des matchs. Ce qui paraît cohérent, hein, c'est pas le souci. Mais pour moi, c'est pas forcément comment trahir son boycott que de ne pas vouloir avoir les résultats. Déjà, le fait de pas regarder et de pas s'alimenter avec, je trouve ça déjà que c'est une idée de boycott tout à fait tenable. Je pense que c'est une définition qu'on pourrait dire commune, que on pourrait dire que ce boycott, c'est de ne pas regarder les matchs. Je pense qu'on pourrait juste s'accorder là-dessus, parce que c'est vrai, moi effectivement je boycotte, tu l'as dit Joël, je suis en école de journalisme, je m'intéresse beaucoup au sport, on est à peu près 80, donc parfois certains regardent les matchs, etc. Pour moi, c'est très dur. Jérémy, je te laisse préparer tes arguments pour après, mais pour moi, c'est très dur parce que, un peu comme Protin, je vois beaucoup de foot et je n'avais pas pris cette décision il y a si longtemps que ça. Mais entre-temps, j'en reparlerai peut-être plus dans notre conclusion, mais entre-temps, je l'ai pris en fait comme une pause du foot. Je vous avoue que quand on approche des 16h, 17h, là, quand il y avait les matchs de la France, je me disais, allez, tranquille, ici à Strasbourg, on prend un petit vin chaud ou un petit jus de pomme chaud dans un bar au marché de Noël, et puis on va regarder le match de l'équipe de France. Donc voilà, moi je le prends comme une pause, mais les notifs, je les ai. J'ai entendu ce qui s'est passé avec l'Allemagne très récemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Thierry? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Allemagne? Mais... non. Je pense qu'on va laisser Jérémy nous le dire, parce que Jérémy, donc, toi, cette Coupe du Monde, tu la regardes ou tu la suis. Avant de te laisser t'exprimer, ce qui est, je pense, important de dire aussi, c'est que on va pas dénigrer ceux qui ne boycottent pas. Et on va pas exalter ceux qui boycottent. Là, on pourrait se dire, tiens, il y a Thierry, Joël et Protin, ils boycottent peut-être à différents niveaux. Et il y a Jérémy qui est là, qui fronce les sourcils depuis 10 minutes et qui se dit que c'est n'importe quoi ce qu'on raconte. Voilà. Mais toi, Jérémy, toi qui as aussi des convictions et des principes, ça veut pas dire que tu en as pas. Comment tu vis le fait de suivre cette Coupe du Monde? Est-ce qu'elle a peut-être un goût différent des autres Coupes du Monde pour toi? Un peu de sable dans la bouche? Mais en fait, t'as bien résumé les choses. T'as bien résumé les choses. Il n'y a pas de. Tu disais prépare tes arguments, mais j'ai pas d'arguments en fait, et je pense pas avoir des arguments, tout comme les arguments de quelqu'un qui boycotte ne vont pas me convaincre. C'est pas le fait, c'est pas les arguments avancés sur tout le volet social, tout le volet politique, tout le volet sociétal qui va me convaincre, parce que j'en suis déjà convaincu. C'est plus le moyen en fait de lutter contre ça, et le moyen de lutter contre ça, il y en a certains qui décident de boycotter, et c'est tout à leur honneur. Moi, je suis pas persuadé que ça change vraiment les choses. Donc, du coup, je suis tout à fait au clair avec le fait que en dehors du terrain, c'est lamentable, et c'est une aberration que ça se passe là-bas à tous les points de vue, comme on l'avait déjà dit dans la première émission. Par contre, pour moi, ce qui se passe sur le terrain ne doit pas être corrélé à ce qui est en dehors du terrain. Donc, le fait de me dire, moi, je regarde des matchs de foot, et j'ai pas envie que n'importe quel politique ici bien pensant me dise ce que je dois faire encore, en me disant comment je dois penser, alors que lui s'en met aussi plein les fouilles à d'autres niveaux, et qu'il est même pas intéressé par le foot. Donc ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est important, c'est que le boycott des personnes qui aiment le foot, pour moi, a beaucoup plus de sens
que que ceux qui vont venir me dire qu'ils boycottent alors qu'ils ont déjà pas regardé un match sur la dernière année. Donc je respecte beaucoup plus la parole et la vision de vous trois, puisque je sais que forcément le boycott vous coûte quelque part. Quand c'est un boycott qui coûte pas, pour moi c'est pas un boycott. Ça n'a rien à voir avec se sacrifier ou ou dire ce qu'on pense. C'est simplement c'est facile de boycotter quand on n'est pas. Quand on n'aime pas ça. Donc voilà. Après, je vais pas spoiler tous les résultats. La saveur différente, c'est simplement le fait que ça se passe en hiver et que en pleine saison comme ça, on n'a pas l'habitude. Donc voilà, c'est la seule chose que je trouve un petit peu différente, c'est qu'on n'est pas habitué à ça et que pour nous, la Coupe du Monde, c'est plus les barbecues dehors en été, l'organisation des trucs avec les copains et tout. Donc voilà, c'est ce qui change. C'est dû évidemment à tous les abus qu'on a. Ouais, c'est ça, exactement. C'est plus l'ambiance autour. Après, pour conclure et revenir sur ce que disait Joël en ouverture, c'est aussi à pondérer, je trouve, parce que évidemment qu'une ouverture de Coupe du Monde sur Qatar-Équateur, c'est plus facile à boycotter qu'une ouverture de Coupe du Monde Brésil, je sais pas quelle autre équipe. Donc c'est aussi un petit peu facile de dire bon bah voilà, on a boycotté la cérémonie d'ouverture et le match d'ouverture. Bon, footballistiquement. Je vais pas spoiler en disant que c'était pas un match de ouf. Hein. On est d'accord. Tu l'as quand même pour regardé, les passionnés, c'est voilà. Tu en as regardé combien, Jérémy? Bah écoute, j'ai jeté un œil. J'ai jeté un œil. Bah là, tu sais, c'est en journée hein, quand même, donc c'est compliqué aussi de tout regarder. Et puis il y a aussi l'histoire des diffuseurs, donc ça dépend à qui on est abonné, ça dépend si on stream illégalement ou pas, ça dépend de plein de choses. Donc, est-ce que le Qatar serait éliminé, aurait perdu son premier match 2-0 par exemple? Je dis ça comme ça, mais... Je me souviens même plus du résultat parce que quelque part, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est assez anecdotique, quoi. Mais est-ce que ça serait la vraie bonne nouvelle, c'est que finalement comme ils n'ont pas le droit de naturaliser après ces deux premiers matchs et que au moins il n'y a pas de soupçon de corruption. En même temps, c'est pas assez... C'est pas une surprise. En même temps, c'est pas un scoop. Par contre, je fais juste le parallèle avec la Coupe du Monde de hand, parce qu'on a déjà eu ce débat. Enfin, pas ce débat-là, mais en tout cas, on a déjà vécu cette situation avec la Coupe du Monde du hand il y a quelques années. Et c'était encore plus problématique parce que pour le coup, le Qatar avait le droit de naturaliser des joueurs et en fait, leur équipe était constituée d'Égyptiens, d'Espagnols, de Serbes, tous naturalisés. Il y avait 2 Qataris, je crois, dans l'équipe. Et ils ont quand même réussi à aller jusqu'en finale de la Coupe du Monde, enfin du championnat du mondial. Ils ont été évidemment battus par la France, donc tant mieux. Cocorico, mais au foot, il y a beaucoup de lacunes et beaucoup de problèmes inhérents à plein de choses, mais en tout cas, sur le fait de nationaliser les joueurs, ça reste quand même interdit quand on a joué pour une sélection de jouer pour une autre. Donc c'est quand même un point positif qu'il faut relever. C'est interdit. Le Qatar est éliminé, Pardon, c'est interdit. C'est interdit uniquement si tu as joué une compétition officielle. Chez les adultes. Voilà. Si tu as disputé une compétition officielle, tu ne peux pas aller dans une autre sélection. Mais est-ce que pour l'équipe du Qatar, parce qu'on n'avait pas abordé cette question-là, mais sur le fait qu'aussi ils essayent d'acheter tout, on a parlé de corruption quand même, mais est-ce que dans leur équipe nationale, finalement, c'était une équipe de Qataris ou c'était une équipe de mecs qui n'ont jamais joué dans d'autres équipes nationales et qui ont fini là? Et est-ce qu'ils ont récupéré leur passeport? Bah écoute, ouais, ça c'est une vraie question. Bah de toute façon, comme ils ont perdu, de toute façon ils ont disparu les joueurs. On sait pas où ils sont. Mais ça c'est une vraie question, je sais pas, j'ai pas regardé la compo, j'en suis pas là, je suis pas fan au point de connaître le 11 Qatari et tous les remplaçants, mais il me semble que quand même enfin voilà, les lois et les règles sont assez dures au foot et c'est normal, et donc du coup ça évite ce genre de dérive qu'on peut voir dans d'autres sports comme le rugby ou le handball ou même l'athlétisme, hein. Oui. On voit beaucoup de Qataris en athlétisme qui sont en fait des Kenya, Soudanais ou des Kenyans qui sont naturalisés sur du demi-fond et qui remportent des médailles pour le Qatar, quoi. Moyennant une rente, s'il te plaît.
Ouais, moyennant Moyennant une rente, c'est un bon important petit de chèque. le dire. Il y a toujours de l'argent derrière toutes ces questions. Justement, ça me permet de faire une petite transition avec un deuxième point. Comme je disais en intro, qu'on boycotte ou qu'on ne boycotte pas, qu'on regarde les scores ou pas, qu'on regarde les matchs ou pas, cette Coupe du Monde, on en entend parler. Parce que on en entend parler même sur des médias non sportifs, des médias dits généralistes. Comment est-ce que vous percevez cette Coupe du Monde d'un point de vue peut-être extérieur au football, parce que dans les mois, voire dans les années qui précédaient, et vous en aviez parlé avec Charles aussi, on disait, bon, c'est pas idéal que cette Coupe du Monde soit au Qatar parce que les droits humains, etc., mais au moins, ça permettra justement de mettre le focus, d'y aller, de dénoncer, de dire ce qui va pas, etc. Quel est votre avis là-dessus? Peut-être Jérémy, toi qui regardes, quel est un peu peut-être le discours des gens sur place là-bas que tu écoutes ou que tu vois? Et peut-être Joël, Protin et moi aussi je pourrais donner mon avis, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a cette prise de conscience générale et que cette Coupe du Monde est en train de permettre de mettre le focus sur le Qatar? Ou est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, si je peux introduire, juste ce qui m'intéresse, c'est sur le terrain, en fait. Donc, j'écoute pas tout le reste. Et en fait, ça m'intéresse pas parce qu'on sait déjà, on est d'accord pour le coup sur ce qui nous relie. C'est que c'est lamentable de toute façon, et que c'est des histoires de gros sous, et qu'il y a des gens qui sont morts pour construire ces stades-là. Donc ça, c'est un postulat qui est horrible, qui est atroce et qui a marqué des vies et des familles pour toujours. Donc il y a même pas à discuter trop là-dessus. Après, moi, quelque part, ce qui me touche, c'est que le terrain, c'est le dernier endroit où justement il y a ce côté apolitique, ce côté pas de prise de position, ce côté neutre. Et en fait, on peut parler de tout ce qui s'est passé, on peut parler aussi du fait d'essayer d'imposer un brassard One Love. Et alors qu'on soit d'accord ou pas, en fait, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que le terrain, c'est le dernier espace où il y a cette neutralité-là, et les gars, ils sont là pour faire du foot, pour faire du sport, et donc il devrait pas y avoir de message politique particulier à porter, ou de message sociétal, ou de message social. Sinon, c'est la porte ouverte à tout un tas de choses. Alors, on peut très bien se réfugier derrière le fait que il y a certains joueurs qui n'ont pas accepté, d'autres qui ont accepté, d'autres qui sont cachés derrière leur fédération. Il y a eu le cas de Loris qui a dit en fait, je fais ce que me dit la fédération, et il se fait taper dessus par toutes les têtes bien pensantes qui disent c'est lamentable, il devrait. C'est là aussi qui fait. Je respecte les lois du pays aussi. Ouais, mais quelque part, qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Il est là pour faire son métier. Il est là je te rejoins entièrement là-dessus, hein, Jérémy. Enfin, sur la question de la neutralité. Maintenant, c'est un gros sketch de dire le sport n'est pas politique. En fait, on ne fait que de le politiser. Alors, les joueurs ne demandent pas forcément, mais même t'as raison, hein, ceux qui font One Love. Est-ce que le One Love comprend les Qataris qui n'ont pas le droit de devenir chrétiens, bouddhistes ou autre chose, en fait, qui n'ont pas le droit de changer de religion? Parce que finalement, moi, je trouve ce qui est un peu dommage, c'est que il y a un lobbying, mais que pour une catégorie de personnes. Si on veut être juste, ça doit être pour tout le monde. Voilà, j'ai vu qu'il y avait eu une pression quand même d'une dizaine de fédérations, hein. Il n'y a pas que les Norvégiens. Il y a eu, à l'approche en novembre quand même, il y a eu une levée un peu de bouclier, de dire attention, et certaines. Je crois que les Danois, alors ça j'ai entendu mais ça m'est arrivé tardivement, je l'ai découvert après le match, que les Danois voulaient boycotter peut-être le match de l'équipe de France. Il y avait une réflexion autour de ça. Donc là on voit bien que ça devient pour le coup politique, mais cette question de la neutralité du joueur, elle me semble importante, mais elle a pas été présente, puisque même l'UEFA ou d'autres quand il y a eu les questions de Black Lives Matter, ils ont accepté, donc il y a des messages politiques. On va faire une émission sur le racisme, on parlera de certaines choses comme ça, mais là on voit que le sport il est instrumentalisé, et effectivement comme tu dis, c'est là où c'est super dur, c'est alors le sportif est un citoyen, mais quand il est sur le terrain, il est pas noir, il est pas asiatique, il est pas ceci, il est pas cela, il est pas chrétien, il est pas musulman, il est sportif, il fait son match.
avec ses convictions, mais qui peut partager en dehors du terrain. Et on veut ramener effectivement le politique sur le terrain. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que justement, on voit tout par le prisme de l'Occident. C'est-à-dire que nous, les bien-pensants et ceux qui détenons, en fait, qui avons raison, on va imposer. On se rend pas compte en fait que c'est international et que c'est mondial. Il y a tout un tas d'équipes qui sont encore sous des dictatures, qui sont encore dans des États où ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Et nous, encore une fois, le balancier, on va essayer de le déséquilibrer en arrivant avec nos convictions, nos trucs, nos droits, nos machins qu'on va imposer à toute la terre entière parce qu'on est blanc et qu'on sait comment il faut faire. Et c'est cet aspect-là qui m'agace un petit peu et qui m'énerve. Et quand j'entends n'importe quel politique là parler de ça justement et en faire des caisses, mais en fait ça m'agace parce qu'encore une fois on est dans de l'égoïsme pur et il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit le fait de c'est pas parce qu'on meurt pour une cause que cette cause est juste. C'est pas parce qu'on est prêt à mourir pour une cause que ça rend cette cause juste. Et en fait, on est prêt à parce que la valeur du sacrifice est haute, on va tout de suite rendre une cause noble. Et en fait, il y a tout un tas de gens qui se battent pour des choses qui sont complètement inutiles. Et ils ont beau se battre le plus fort possible, c'est pas ça qui rendra la cause juste, en fait. Mais pour revenir à ce que tu viens de dire, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison sur le fait qu'il y a une forme de bien-pensance occidentale qui cherche à imposer ses valeurs sur des terres qui ne leur sont pas, c'est pas hospitalières, mais qui leur sont étrangères, puisqu'ils ne connaissent pas véritablement ce qui s'y passe. Mais qu'est-ce que l'on fait du cas de l'Iran, par exemple? L'Iran, on a des joueurs qui ont, lors du premier match, qui ont refusé de chanter l'hymne national. Dans les gradins, il y a eu des sifflets de la part des Iraniens. Il a pas boycotté. Non, j'ai lu les médias surtout. Et, non, je t'embête, pro, je t'embête. Il y a des supporters qui ont littéralement sifflé, supporters iraniens qui ont littéralement sifflé l'hymne national. Lors du deuxième match, les joueurs ont recommencé à chanter, certains la tête baissée. Et le troisième match, ils ont été un peu plus, on va dire, un peu plus prolixes pour le faire. Mais au-delà de ça... Surtout que c'était contre les États-Unis, donc... Voilà, en plus. Il y avait une dimension politique derrière. Lorsque tu dis que le terrain est l'endroit qui est censé être neutre, et tu as tout à fait raison, qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on entend, ou lorsque l'on lit dans les médias, que entre le premier match de l'Iran et le deuxième match de l'Iran, des agents de Téhéran se sont présentés et ont commencé, entre guillemets, à menacer les joueurs qui voulaient soutenir les femmes dans leur pays, les femmes iraniennes. Qu'est-ce que l'on fait lorsque un supporter iranien qui arrive en étant en paix et qui a le t-shirt qui fait office de soutien aux femmes, femme, vie, liberté, woman, life, freedom, on lui refuse de rentrer, on lui refuse l'entrée, littéralement. Au Qatar. Qu'est-ce que l'on fait au Qatar, sur place. de cette là. Ouais, au Qatar, bien sûr. C'est au Qatar. Sinon, dans n'importe quel autre stade. Il y a eu des liesses de joie après l'élimination de l'Iran, et il y a un supporter qui s'est fait tuer par l'armée. Moi, c'est vrai que là, c'est délicat parce que le terrain est neutre et pour certains, c'est l'occasion d'affirmer un message, donc on ramène la politique dedans, et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience. Mais moi, je me suis vraiment posé la question pour avoir prié pour l'Iran, si les mecs ils ont été menacés, si les gars étaient allés au bout, si sur l'ensemble des matchs ils continuaient et qu'ils se feraient tuer, est-ce qu'on en aurait quelque chose à faire? Moi, j'ai l'impression qu'on s'en foutrait complètement. Et je pense que leur cause, elle serait noble, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure contre Ario. Ils se défendraient pour leurs droits, mais finalement, peut-être là, ça fait couler de l'encre, ça fait écrire des papiers, ça fait vendre des articles de journaux. Mais si les mecs, ils rentrent chez eux, ils sont liquidés, est-ce qu'on va le savoir? Est-ce qu'il va y avoir une pression de la communauté internationale? Qu'est-ce que ça va réellement changer, quoi? Mais pour moi, c'est pas une histoire de Qatar. Pour moi, c'est pas une histoire de Qatar. Juste. Oui, c'est plus large que le Qatar. Pour moi, c'est pas une histoire de
c'est plus large que le Qatar parce que j'ai lu cette semaine l'interview d'un joueur je crois que c'est en 98 qui était un Français naturalisé américain et donc qui jouait pour l'équipe des USA. Il y avait déjà eu USA-Iran à l'époque. Ouais, exactement. T'as raison. Merci la Bible. David Régis, exactement. Qui lui qui comprenait pas en fait pourquoi, parce que du coup il avait pas pris la dimension de l'aspect politique de ce match et en fait toutes les chaînes américaines, tous les journalistes les interviewaient pour dire est-ce qu'ils vont boycotter, est-ce que ceci, est-ce que cela, machin, etc. C'était sur le sol américain. Il y avait déjà des soucis avec l'Iran et en fait lui il était là mais attends mais moi je suis joueur de foot, je suis pas un politique donc du coup lui son seul but c'était de jouer au foot et il avait sa famille en France qui l'appelait et qui s'inquiétait parce que c'était sur toutes les chaînes, etc., etc. Donc pour moi c'est pas une histoire là de contexte de Coupe du Monde au Qatar. On est dans un contexte politique international où on a tout un tas de nations qui jouent. Il y a quelques années quand la Corée du Nord elle a fait où c'était tous des clones. On avait l'impression que c'était des clones qui jouaient. Quand ils ont participé à une Coupe du Monde c'était aussi compliqué à gérer. Et pour moi là on est vraiment typiquement dans un truc où toutes ces nations qui se mélangent avec tous ces régimes politiques différents qui se mélangent, certains dictatoriaux, certains démocratiques ou pseudo-démocratiques, et ben du coup forcément c'est une poudrière et c'est compliqué à gérer et forcément quand ça émane des joueurs eux-mêmes, une protestation ou une contestation, pour moi ça a beaucoup plus de valeur et les instances internationales devraient être beaucoup plus à l'écoute que quand ça émane de lobbies ou d'associations qui veulent imposer un brassard arc-en-ciel sur les joueurs et si tu le mets pas t'es catalogué directement comme anti-tout, anti-homophobe, etc., et ça devient compliqué à gérer parce que t'as même plus le droit de penser ce que tu veux et c'est des gens extérieurs au terrain qui viennent te l'imposer. Ouais, pour compléter très rapidement ce que tu disais à propos de David Régis, il faut savoir aussi que les Iraniens qui jouaient en Allemagne, parce que lorsqu'il a relaté son récit, il était en Allemagne, les joueurs qui jouaient en Allemagne étaient exactement dans le même état que lui, hein. Les joueurs iraniens, je parle. Les joueurs iraniens avaient exactement les mêmes sentiments que David Régis. Et je crois que c'est très très important de le mettre en exergue parce que ça ne se limite pas seulement aux Américains qui sont entre guillemets dans le camp du bien. Les joueurs iraniens qui étaient censés être dans le camp du mal ressentaient les mêmes choses et étaient dépassés par l'événement. Et je crois que c'est très important de le préciser. Donc là, je vais te laisser la parole, mais ce qui est intéressant et ce glissement, vous l'avez en fait effectué vous-même, on l'a effectué ensemble. On ne parle plus du Qatar, mais en fait, on parle de situation géopolitique. On peut aussi peut-être citer cette Russie qu'on oublie, hein, mais en fait qui n'est pas au mondial. Ça m'est revenu dans la tête en début de semaine de me dire ah mais en fait pourquoi la Russie est pas qualifiée? Bon, ok. Donc en fait c'est intéressant parce qu'on a ce glissement là qui nous fait ne plus parler du Qatar, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Jérémy, tu l'as dit. On le sait, les faits sont avérés. Alors, il y a des petites guerres sur les chiffres, est-ce que c'est 6500 morts ou pas, mais bref, je pense que, voilà. Ils ont reconnu 500. Hein. Là, exactement. Avant, c'était 5, ils ont reconnu 500. Voilà. La semaine prochaine, ça sera peut-être 1500. Hein. Donc, je pense qu'ils vont, ils vont avancer petit à petit. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est scandaleux. C'est cette géopolitique là. Vous pouvez quitter le plateau si vous voulez. non, mais c'est cette géopolitique là qui prend le dessus et peut-être que alors vous avez donné cet exemple de 98, mais moi là je suis en train de me dire c'est peut-être parce que c'est au Qatar, c'est peut-être parce que tout ça est géopolitique selon moi depuis le début. Que justement on parle beaucoup de ces enjeux géopolitiques et parce qu'on est, et ça c'est indépendant du Qatar, mais parce que on est là dans une fin d'année 2022 aussi où il y a énormément de tensions sur tous les sujets et au final qu'on soit foot ou pas foot, en fait tous les regards sont tournés vers cette Coupe du Monde alors que je sais pas qu'avant par exemple il y a quelques semaines il y avait la COP27. Bon, il y a des choses qui se sont discutées avec la COP27, mais c'est pas à la COP27 qu'on a parlé des droits humains, etc., etc.
Est-ce que, Joël, tu voulais peut-être rajouter un petit truc? Je t'ai coupé la parole avant. Non mais parce qu'après tu disais au final qu'est-ce que ça va changer. Certains disent c'est trop tard, il fallait pas boycotter avant, mais moi je trouve que c'est un mauvais argument parce qu'il y a eu des enquêtes aussi qui ont été faites, ça prend du temps. Le France Football avait déjà alerté les gens en 2013. Oui, il y aurait des choses qui auraient pu être faites avant, mais moi si je boycotte, c'est aussi pour dire faut que ça s'arrête. Et là, on nous annonce 2030 en Arabie Saoudite. On a vu qu'ils ont déjà fait les Jeux d'Asie en Arabie Saoudite, les Jeux d'hiver. Donc là, vas-y, en fait, on continue. Ce qu'on avait prédit dans l'émission qu'on avait fait avec Charles sur le Groenland, un vendeur de glace, en fait, on s'était juste trompé de saison. Enfin, mais c'est à l'inverse, là, c'est dans le désert. Et moi, ce qui me marque en plus, moi, c'est sur les questions de liberté fondamentale, des droits de l'homme. On va dans des pays où, si on va en Arabie Saoudite, faut pas oublier que les femmes, elles se font décapiter en pleine rue, au sabre, si elles ont péché. Le droit des femmes là-bas, mais c'est une horreur. C'est impossible d'être autre chose que musulman. Si tu es né dans ce pays-là, tu ne peux pas changer de religion. Et ça, finalement, les gens n'en parlent pas, et ça avait été la même problématique. Moi, j'avais plus ou moins boycotté, je m'étais pas trop intéressé avec les décalages horaires à l'époque où il y avait les Jeux Olympiques en Chine, parce que je connais la situation des chrétiens en Chine et des libertés en Chine. Quand on voit ce qui se passe aussi en Chine, alors pour d'autres raisons avec le Covid et tout ça, mais ça doit nous faire réfléchir, que ça soit la FIFA ou le CIO, on implante le sport dans des pays, et puis finalement, alors en tout cas pour la FIFA, les règles ont changé au fur et à mesure. Il y a eu des négociations. Alors Jérémy, il aurait pas pu y aller du tout parce que il voulait pas y aller, mais t'as vu qu'il y avait même pas le droit de bière autour des stades. Alors ça nous rappelle un peu ce qu'il y a en France, mais il y a eu tout un boycott alors qu'il y avait eu un accord, et puis au dernier moment ils sont revenus dessus. Mais c'est maintenant qu'il faut réagir, et moi je me demande si on n'est pas en train de nous acheter, quand j'ai entendu cette rumeur que Cristiano Ronaldo va peut-être signer pour 200 millions en Arabie Saoudite. Alors je sais qu'il y a déjà qui sont partis là-bas, mais je dis en fait, est-ce que c'est pas en train de recommencer? Et moi je vais au bout de ma pensée pour dire pourquoi je boycotte, et je continuerai de boycotter. Moi qui suis supporter de l'OM, mais avec l'âge un peu moins engagé, si l'OM est racheté par l'Arabie Saoudite, par l'État, hein, pas par un financeur, parce que le PSG c'est acheté par le Qatar avec tout ce que ça implique, si c'est racheté par l'Arabie Saoudite, je n'irai plus au Vélodrome, je ne regarderai plus les matchs, parce qu'il y a quelque chose qui pour moi sera pas sain. On va acheter toujours, c'est à coup d'argent, et on achète mes valeurs. Justement, ça permet d'aborder cette dernière partie, et puis Joël, on te laissera la place après pour ta chronique speed dating, mais c'est finalement de se dire, bon, donc comme dit, on enregistre cette émission le 2 décembre, la Coupe du Monde là va se finir aux environs du 17-18, si je dis pas de bêtises. Finalement, qu'est-ce que nous, qui boycottons ou qui ne boycottons pas, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Alors Joël, tu as déjà un peu introduit ce propos en disant que cette démarche de boycott, tu voulais la reconduire. Qu'est-ce qui, maintenant, demain, mais aussi quand on regarde le championnat de France, tu en as parlé, Joël, par exemple, avec l'OM, quand on regarde le PSG, est-ce qu'on regarde le PSG ou pas? Est-ce qu'on va au Parc des Princes ou pas? Mais plus généralement, est-ce que, Protin, Joël, Jérémy, est-ce que vos comportements vont changer? Est-ce que vous allez vous dire, ben, parfois je regarde pas? Moi, pour vous donner le fond de ma pensée, puis après je vous laisserai dire ce que vous avez à cœur, mais je faisais le parallèle un peu avec les fringues qu'on achète. Les fringues qu'on achète, on pourrait aussi parler de boycott, et il y en a des boycotts de certaines marques, etc. Et un jour, je me suis dit, mais purée, c'est quasiment impossible en fait de complètement boycotter. Parce que c'est difficile aujourd'hui, de manière économique, peut-être de se fournir en vêtements éthiques, faits en France, encore mieux en Alsace. J'ai changé un peu ma pratique et ma consommation de vêtements en achetant moins, en achetant du reconditionné ou du recyclé. Mais le fait est que je continue à acheter quand même des habits dans des grandes enseignes qu'on va pas citer, mais qui ne respectent pas trop le droit des travailleurs.
et qui, en plus, dans cette même région du monde, là, dont on parle aujourd'hui, sont exploités. Donc moi je suis un peu entre deux eaux et je sais pas trop ce que je vais faire après, même si je suis un peu fier de pouvoir boycotter cette Coupe du Monde. Vous, comment est-ce que vous vous positionnez pour la suite, pour l'après Coupe du Monde au Qatar? Ce qui est intéressant ce que tu dis Thierry, parce que c'est quelque chose de global. Moi je trouve que sur les questions écologiques, tout le monde a attaqué, et puis les politiques ils sont allés à fond sur le Qatar. Il y a des choses à redire, mais est-ce qu'on est mieux en France sur certaines choses quand on voit on peut mettre des patinoires partout en cette période de fin d'année, que ça consomme énormément d'énergie, et on doit réfléchir sur notre consommation d'électricité. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'éteindre la télé, vu qu'elle consomme pas mal. Je regarde pas les matchs à ce moment-là, je regarde même rien d'autre, je suis en prière. Mais pour les vêtements c'est la même chose, c'est pour ça que moi je vous recommande Abalouya, parce que c'est une marque éthique, et il y a un vrai c'est-à-dire qu'il y a une juste rémunération. Jérémy, il a travaillé dans le commerce équitable, il a cette sensibilité-là aussi, il a peut-être des choses à dire, mais moi, c'est vrai qu'il y a toute une réflexion, tout ça m'a amené à réfléchir, on en avait déjà parlé dans les émissions précédentes, il y a eu le PSG bashing avec les trains, la SNCF et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à modifier pour peut-être que oui, les équipes puissent prendre le train, qui dépensent moins de carbone, mais que les matchs soient plus tôt. Il y a toute une réflexion. Moi, je sais pas si vous avez reçu, il y a la FFF avec une association sur écologie et sport qui a fait un sondage sur nos pratiques. Est-ce qu'on réfléchit quand on va voir des matchs? Est-ce qu'on va faire du covoiturage à notre empreinte carbone? Tout ce qu'on fait autour des matchs. Donc, je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère de réflexion. Il y a des choses qui sont pas mieux en France. Moi, je vois quand je suis au stade rennais, souvent je vois les stades le terrain qui est chauffé. Là, moi, juste après, faut pas qu'on traîne parce que je vais aller jouer sur un terrain bien gras et je suis sûr qu'il va pas être chauffé, le stade il va pas être climatisé. Pour ma part, la réflexion, oui, a déjà été poussée, notamment au niveau des habits, au niveau des vêtements, où je boycotte déjà pas mal de marques. Ça ne fait pas de moi un modèle, que l'on soit bien clair, mais je pense que depuis 5 ans, je commence vraiment à réfléchir autrement à mon quotidien, autrement à la façon de fonctionner. Ce qui fait que pour le football aussi, j'ai entrepris la même réflexion. Bon, ce qui est drôle, c'est que j'étais à Paris il y a encore quelques jours et je n'ai jamais vu des messages aussi clairs sur les TGV en termes d'empreinte carbone. C'est quelque chose qui m'a saisi lorsque je suis rentré à Bordeaux. Les TGV inouïs n'hésitent plus à afficher, que ce soit sur vos billets ou que ce soit sur l'avant du train, que l'on consomme 80 fois moins de CO2 en étant dans le train par rapport à un avion et 50 fois moins qu'une voiture. Donc je me dis que oui, on a un tournant. Et en ce qui concerne le football, alors moi, si je vais au stade René Galis, parce que je ne prononcerai pas le nom du stade, puisqu'on refuse, les vrais supporters bordelais refusent de l'appeler du nom de l'entreprise d'assurance qui sponsorise le stade. On préfère valoriser les joueurs qui ont marqué le club historiquement. Moi, je sais que j'y vais en tram. La question ne se pose pas, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, c'est en tram, bus et tram, obligatoire. Après, vous êtes en Ligue 2, donc c'est simple de pas boycotter, quoi. Non, pourtant, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et dans le stade. Ça n'a rien à voir. Et puis, bizarrement, te déconcentre pas, reste au cas où vous soyez pas... Va droit au but. Non, mais je vais remettre les choses au clair. Mettons les choses au clair. Il y a désormais 26 000 places qui sont ouvertes et on est régulièrement entre 17 et 25 000. Donc voilà. Donc, la Ligue 2 n'est pas un bon argument. Au contraire, on n'a jamais été aussi nombreux depuis qu'on est en Ligue 2 qu'on est en Ligue 1. En termes de pourcentage de remplissage, selon les places d'exploitation, ça garde ça pour l'émission sur entre 80 et 84%. Elle arrive bientôt. Ouais, mais on reviendra dessus. Mais pour revenir au football, je me pose déjà la question par rapport à la Coupe du Monde qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Je serai extrêmement vigilant sur
Alors les stades sont déjà bien construits, sont déjà plutôt pas mal, mais je serai extrêmement attentif à la pré-Coupe du Monde, enfin à l'avant-Coupe du Monde. Je serai extrêmement attentif à ce qui va se passer et à l'ensemble aussi des compétitions internationales, parce que l'on veuille ou pas, nos institutions sont de plus en plus politisées, et elles qui demandent justement à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence politique, j'avoue que par souci de cohérence, je vais scruter ce qu'ils feront. Ok, donc une réflexion qui était déjà bien entamée chez toi, tu l'as dit aussi en début d'émission, et qui continue. Jérémy, pour conclure sur cette dernière question. Ben, je pense que les choses ont bien été résumées par mes contradicteurs qui ont raison. Moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites par rapport à la réflexion sur qui est beaucoup plus large que le football. Maintenant, je pense que le seul danger, c'est de vouloir imposer ça à celui qui est à côté de nous, imposer ça aux autres et être persuadé d'être dans une vérité absolue. Je pense que on a tous, nous, dans notre consommation personnelle, à faire attention, à faire des efforts. Joël le disait tout à l'heure, moi j'ai travaillé pour une association qui faisait du commerce équitable, donc j'ai voyagé, je suis allé dans des pays visiter les artisans, voir si ça avait un impact réel sur leur vie. Et j'ai été marqué par tout un tas de choses. Et ça a changé ma manière de faire. Mais je pense que, encore une fois, la multiplicité des causes qu'on peut défendre peut aussi nous noyer quelque part. N'importe quel pays demain est choisi pour organiser une compétition. Il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur la politique intérieure, sur la politique extérieure, sur la manière dont, sur les grosses entreprises, sur ceci, sur cela. Donc je pense que des fois on est aussi un petit peu c'est pas qu'on est à géométrie variable, c'est qu'on est tous différents et tous touchés par des choses qui sont différentes, liées à notre vécu, liées à notre parcours, à notre expérience, à ce qui peut nous toucher dans nos familles ou dans notre vie quotidienne. Et moi je respecte énormément tous les gens qui sont des hommes de conviction, comme le disait Protin tout à l'heure, et qui vont au bout de leurs convictions. Est-ce que c'est les miennes? Pas forcément. Est-ce que je vais les partager à un moment? Sûrement, si elles sont cohérentes, mais en tout cas chacun est libre aussi de vivre ses convictions comme il l'entend. Donc je pense qu'effectivement sur les soucis d'écologie, tout ce qu'on évoque depuis le début, on a forcément des choses à comprendre et ça doit forcément avoir un impact sur notre quotidien. Après il y en a, comme je disais tout au début, il y en a leur choix ça va être de boycotter la Coupe du Monde. Il y en a d'autres qui vont le vivre différemment. Moi je serais, par exemple, je boycotte pas, mais je serais jamais allé au Qatar, même si on m'avait payé le billet pour y aller, pour voir la finale, j'y serais pas allé. Je mettrai pas les pieds dans ce pays, et on peut me vendre Dubaï sous tous les angles, je mettrai jamais les pieds là-bas. Donc c'est une certitude, donc c'est comme ça et pas autrement. Donc c'est ma manière de faire. Après, encore une fois, sur le terrain, c'est un autre débat, donc je me concentre sur ce qui se passe sur le terrain. Ça devrait ou ça doit rester pour toi, et je pense qu'on est tous d'accord, aussi un choix personnel, et peut-être en tout cas que peut-être pour donner un mot de conclusion avant ta chronique, Joël, mais que cette Coupe du Monde au Qatar, je sais pas ce que vous en pensez, mais nous a donné peut-être une grille de lecture en fait, et nous a permis de voir aussi ce qu'on est peut-être prêt personnellement, alors pas forcément à accepter, mais prêt peut-être à mettre un peu de côté, en tout cas pour un temps, pour continuer de regarder notre passion, etc. Et ça veut pas dire, encore une fois, comme j'ai dit en intro, que on est trois là à avoir des très beaux principes et des anges sur terre, et on en a un qui est pas si un ange. Ouais, voilà. Et exactement. Donc on se donnera rendez-vous aux prochaines compètes pour voir comment on les vit et comment on appréhende tout ça. Pour conclure, on l'a déjà teasé plusieurs fois, mais vous savez que dans Décrassage, on aime bien avoir cet éclairage spirituel, parce qu'il est présent dans nos vies, il est présent aussi dans vos vies. Il y a une part de spirituel, et celui qui a la charge, mais aussi l'honneur de nous apporter un petit éclairage, c'est Joël avec son speed dating.
Merci Terry, merci à Jérémy et à Protin pour tout ce qui a été partagé. C'est riche et c'est bon de pouvoir échanger là-dessus. Mon speed dating, il va être un peu plus personnel, un peu plus introspectif. Je vais dire que par rapport à cette Coupe du Monde, ça a été plutôt une réflexion de comment je vais utiliser mon temps. Qu'est-ce que je fais du temps qui est devant moi, de aussi ce calendrier des matchs qui nous dicte un nouveau rythme, et qu'est-ce que j'en fais. Donc moi j'ai décidé, j'étais aussi avec Protin, on a vécu ces moments-là dans la mesure du possible, sans chambouler tout notre emploi du temps, mais de libérer du temps pour prier, et je me suis donné plus de temps pour lire aussi, et ça m'a donné du temps pour réfléchir. Alors il y aura un classement quelque part dans cette Coupe du Monde, et moi j'ai été sensible au classement des chrétiens qui sont persécutés dans le monde, et il y a plusieurs nations qui étaient sur le terrain. Celle qui se classe numéro 1, malheureusement, c'est l'Iran, qui est 9e au classement que Porte Ouverte fait. Il y a l'Arabie Saoudite qui est 11e, le Qatar qui est 18e. L'Afghanistan, c'est le premier. Encore, je voyais des informations assez terribles là-bas sur ce qui se passe et la condition des femmes. Et il y avait une nation qui m'a surpris. Thierry disait que la Russie n'était pas là. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Là, c'est un choix complètement politique. Pour le coup, c'est pas juste pour les joueurs russes qui peut-être ne sont pas pro-Poutine, parce que tous les Français ne sont pas forcément pour leur président de la République, donc ça peut être la même chose, c'était pas juste. Mais il y a une nation ça m'a fait réfléchir dans les temps de prière, que je trouve qui est très forte en foot, c'est le Nigeria, et qui n'était pas là. C'est plutôt une nation de football, mais le Nigeria fait parler d'elle tristement pour le massacre des chrétiens, très régulièrement. Et donc moi, en fait, j'ai pris ce temps comme un temps de prière et de méditation, et ce qui m'a amené à lire du Blaise Pascal. Et j'aimerais finir avec ça, célèbre philosophe français, et vous lire ce que lui il a écrit il y a quelques temps maintenant. Rien n'est si insupportable à l'homme que d'être dans un plein repos, sans passion, sans affaires, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira du fond de son âme l'ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. J'ai souvent dit que le malheur des hommes vient de ne pas savoir se tenir en repos dans une chambre. Et ça m'a interpellé ce qu'il a dit, et je veux pouvoir m'arrêter, aussi prendre du temps. Alors ça nous amène dans une réflexion sur regarder les matchs. Est-ce que est-ce que ces matchs me prennent du temps sur ma lecture pour grandir dans ma foi, que je sois croyant ou pas, en fait, sur des lectures, sur ma capacité à réfléchir? Est-ce que ça me prend du temps sur ma vie de prière? Est-ce que ça me prend du temps sur ma famille? Est-ce que ça me prend du temps pour me poser? Et moi, j'ai décidé de couper pour prendre du temps, et ce que j'aimerais, c'est prendre un temps de silence en mémoire de tous ces ouvriers qui sont morts injustement. Leur sang a coulé, mais laissez ce message d'espérance, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et je prie sincèrement pour les autorités du Qatar, pour qu'elles reconnaissent quelque part ce sort de massacre qu'ils ont fait, tout ça pour notre simple plaisir, et c'est pourquoi je me tais maintenant en leur mémoire. Merci Joël pour cette chronique teintée de philosophie, de spiritualité et d'émotion. Je pense qu'on a tous été pris, et vous aussi peut-être derrière votre écran. Je vous invite aussi à prendre des temps de silence aussi plus tard. Merci les amis pour cette émission un peu au coin du feu, même si moi j'ai un peu froid là où je me trouve, c'est un peu l'hiver qui prend ses droits. Va boire un bon vin chaud, N'hésitez pas à réagir. Exactement. Là, je vais m'empresser mon écrin. N'hésitez pas à réagir, vous qui avez écouté, vu cet épisode. Peut-être aussi à nous partager sur les différents réseaux.
les moyens de laisser des commentaires aussi sur comment vous vivez ce fait de regarder ou ce fait de ne pas regarder ou de boycotter. C'est le mot qui est devenu quand même à la mode dans cette période. Encore une fois, pas de jugement si vous regardez ou si vous regardez pas. Retrouvez cet épisode et tous les autres si peut-être vous nous avez découvert avec ce deuxième épisode sur la Coupe du Monde. Ben voilà, nous retrouver sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Je pense qu'on n'en manque pas aujourd'hui. Et puis, on se dit à très bientôt. Passez aussi de bons temps en famille aussi dans les jours à venir. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et bonne soirée, les amis. À bientôt. À bientôt. Et on fait pas d'after, Jérémy. vive la Ne France. dis pas qui est qualifié, s'il te plaît. S'il te plaît, pas d'after, Jérémy.